merci à toutes et à tous d'être présents pour cette conférence ensemble. Et surtout, merci à Marie-France d'avoir bien voulu se livrer à ce petit exercice. Et donc, alors Marie-France, très rapidement, donc elle a fait l'école normale supérieure, elle est agrégée de lettres, elle a enseigné pendant longtemps au lycée La Martinière à la Duchère, et puis elle a animé des ateliers d'écriture, et elle est installée en Provence. Voilà, très rapidement, je lui laisse le soin de nous en dire un peu plus sur elle-même. Bon, très rapidement, je suis mariée, 2 enfants, 4 petits-enfants, retraitée depuis quelques années et je consacre mon temps à l'écriture, entre autres. J'ai écrit 3 livres et je peux en parler maintenant si tu veux, Jean-François. Absolument, absolument. Donc, un premier livre qui se passe dans les Landes. L'héroïne est à la recherche d'un secret de famille avec sa sœur. Le deuxième, alors c'est un livre qui a une dimension personnelle, mais les personnages ont un autre nom. C'est un roman, c'est construit un petit peu comme une enquête policière. Alors, le premier livre s'appelle Silence en forêt. Le voici. Donc, le second livre s'appelle 5 zinnias pour mon inconnu. Et ce livre est consacré à l'Ukraine. Pourquoi l'Ukraine? Parce que je suis d'origine ukrainienne. Mes grands-parents sont arrivés en France en 1924 et ils ont fui la révolution qui sévissait dans leur pays. Je ne me suis jamais vraiment préoccupée de l'Ukraine pendant des années, mais elle était quand même présente en moi de manière intime, de manière silencieuse. Et c'est les événements de Maïdan qui ont révélé en moi ce désir d'en savoir plus sur ma famille, sur ce que mon grand-père avait vécu au moment de la Révolution, puisqu'il était un officier de Petloura et il avait participé à la lutte contre le bolchevisme. Et j'ai retrouvé chez les personnes qui ont fait la révolution de la dignité de Maïdan en novembre 2013, le même idéal, la même ambition de promouvoir une Ukraine démocratique. Et à partir de là, j'ai commencé à faire une enquête et j'ai trouvé l'histoire de membres de ma famille dont on ne m'avait jamais parlé et je me suis de plus en plus découvert une empathie, quelque chose de profondément, viscéralement attaché à cette terre slave, l'URSS en général, l'Ukraine en particulier, où tant de morts, où tant de personnes ont disparu. Ces terres de sang dont parle un écrivain très connu, Timothy Snyder. Que vous citez d'ailleurs dans le Que je livre. cite dans le livre. Donc ce bouquin, en même temps, est un bouquin d'espoir parce que l'héroïne, qui s'appelle Nathalie, mais là encore, je parlerai du problème de l'autobiographie tout à l'heure. Donc l'héroïne transmet à ses petits-enfants tout ce qu'elle découvre de l'histoire de l'Ukraine. Et ça se passe au moment où l'Ukraine est envahie par la Russie en 2015. Il y a l'annexion de la Crimée et après il y a l'envahissement du Donbass. Donc c'est un livre qui est à la fois tourné vers l'exploration du passé et la transmission de cette mémoire qui permet de mieux vivre le présent. Parce que toute ma vie, je peux le dire, il y a eu cette présence d'une Ukraine douloureuse parce qu'on n'en parlait pas à la maison. Voilà, ça c'est 5 zinnias qui est tourné vers la découverte d'une histoire familiale qui a été occultée parce qu'elle faisait trop souffrir. Et cette découverte-là m'a amenée au 3e livre, qui est Voyage, Impossible voyage. J'ai choisi de parler en mon propre nom. Ce livre est un roman vécu. Alors, ça peut paraître paradoxal de dire un roman. Le roman, par définition, est une fiction et vécu parce que il est nourri d'une histoire qui est la mienne. Mais je ne fais pas mon autobiographie, je ne me centre pas sur moi-même, je me centre sur la part de moi qui est révélatrice d'une question plus vaste, qui est celle de l'exil, qui est celle d'un pays
colonisés par le totalitarisme pendant des siècles, la question de la mémoire, des violences qui ont été faites à l'Ukraine, de tout ce qui est emmagasiné à mon insu. Je suis un peu une caisse de résonance d'une problématique historique qui me dépasse. Voilà. C'est intéressant ce que vous évoquez, Marie-France, parce que justement, c'est à la fois un style d'écriture, c'est un parti pris. Et ce qui est intéressant, et j'ai lu, parce qu'il y a des tas de clés dans le livre qui expliquent la démarche. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est à la fois dans une lecture historique, on n'est pas du tout dans un livre d'histoire, on est aussi dans un roman. Et j'ai noté, par exemple, les personnages, Vera, Olga, Nadia, est-ce que ce sont des vrais personnages ou des personnages de roman? Et page 91, vous avez noté, depuis que j'invente mes petites histoires, j'ai senti grandir en moi une sympathie viscérale pour toutes les victimes du communisme. Et là, on voit bien cette articulation entre ce roman et cette histoire. Vous pouvez nous expliquer un peu ce type d'écriture-là? Tout à fait. C'est un type d'écriture qui n'est pas intellectuellement parachutée sur mon histoire, elle vient du profond. Comment pouvais-je faire avec ce que j'ai pour le transmettre? Et vous avez cité la fameuse phrase tout à l'heure, j'essayais de transmettre ce que j'avais vécu. Alors, à travers, alors j'ai dit que je donnais le fil directeur du livre. En gros, au début, je dirais je, bien que je sois le personnage fictionnel, mais c'est quand même je. Je ne veux pas aller en Ukraine et pourquoi? Je l'explique. Tous ces voyages, j'ai tourné autour du pot, mais je n'ai jamais voulu y aller. Ensuite, je me rends compte que je suis la dépositrice d'une mémoire qui va bientôt s'éteindre parce que je ne suis pas éternelle et que tous les témoins de la vie de mes grands-parents et de mes parents ont disparu. Donc, je me dis, mais il faut que je retrouve un témoin. Et je retrouve ce témoin, une amie d'enfance de ma mère, qui a le même âge que ma mère, 93 ans. Ma mère est morte depuis longtemps, mais elle vit, et c'est Vera. Et je vais la rencontrer pendant des années. Et elle me parle de tout ce dont je n'ai pas entendu parler, tout ce que j'aurais aimé connaître. Elle me parle de l'Ukraine, elle me parle de l'immigration, de ma mère quand elle était jeune fille, son attitude par rapport à l'émigration. Elle me parle de mes grands-parents et elle m'apprend plein de choses sur cette famille dont on avait fort peu parlé. Et peu à peu, elle me familiarise avec cette Ukraine qui me faisait tellement peur, au point que chaque fois que je quitte Vera, j'écris ce qu'elle m'a confié, tous les souvenirs qu'elle a évoqués. Et ces souvenirs sont bien sûr partiels, ils sont limités. Et comme je veux les conserver avec l'émotion que j'ai reçue, j'invente des histoires qui traduisent cette émotion. En reprenant les quelques éléments, je recompose une histoire à ma fantaisie, évidemment. C'est donc un roman. Mais c'est aussi vécu parce que toutes les histoires viennent d'une émotion véritablement reçue de la part de Vera. C'est ainsi que j'écris des histoires et j'écris 5 Zinnia. Je raconte la genèse de 5 Zinnia dans celui-ci. Malheureusement, je ne dis pas tout. Hein. Et d'ailleurs, à ce propos, je reprends une phrase que vous avez écrite. On dit souvent que les écrivains construisent leurs personnages en puisant dans leur personnalité, mais l'inverse est aussi vrai. Je me découvre et je me crée grâce à mon personnage. C'est Sonia qui m'enrichit. Voilà. Alors, j'ai dit que j'écris des histoires. Dans le livre, il y a 7 nouvelles. Ce sont des textes qu'on pourrait enlever, qui ont leur autonomie en eux-mêmes. Et écrivant ces nouvelles qui sont centrées sur une émotion forte, qu'elle soit d'origine familiale ou qu'elle soit liée à ma connaissance du goulag, ma connaissance de la famine en Ukraine, ma connaissance de la terreur, qui sont des choses qui m'habitent dans mes cauchemars, j'écris ces nouvelles et ces personnages que je crée me sécurisent. Je donne enfin à des émotions indicibles et subies
je leur donne un visage humain. Et de ce fait, je les distancie. Et c'est ainsi qu'écrire cette histoire, c'est un roman vécu. Alors, Voilà. Marie-France, on évoque tout ce passé douloureux, cette Hum, histoire de l'Ukraine extrêmement complexe, avec cette plaine qui a été envahie un peu de tous les côtés, et dans une histoire un peu plus récente, entre l'Allemagne, la Pologne, la Russie tsariste, ensuite bolchevique, etc. Et j'ai une question un peu plus générique qui hum, n'est pas spécifique de l'Ukraine, mais pourquoi c'est souvent à la deuxième ou la troisième génération qu'il y a une forme de réveil. La première génération, elle vient, et c'est pour ça que j'ai appelé mes chapitres à moi, hum. enfin, la fuite à l'ouest, la famille Oui, invisible, oui, garde oui. quand même ses racines, sa fierté, son idéal, le refus, Mhm. et puis après l'intégration. Comment se fait-il Oui. qu'il ait fallu attendre 2 ou 3 générations pour que quelque chose se fasse et que cette fuite à l'ouest, elle finisse par être un voyage à l'est? Oui. Écoutez, il faut interroger les enfants d'émigrés. Il y en a beaucoup en France. De mon côté, je dirais que j'ai assumé les angoisses de ma mère, qui était, chaque fois qu'on parlait d'Ukraine, on pleurait. C'était douloureux. On n'en parlait pas. Euh, donc, maman, première génération, voit son salut dans l'intégration et elle l'a parfaitement réussi. Hmm. Euh, et Je, moi, pour, j'hérite ah ouais. de ce non-dit et je veux faire la clarté parce que j'en ai marre et je ne veux pas transmettre à mes enfants encore du non-dit. Je me souviens de la mémoire d'Hergé. C'est un jeune garçon qui a lu Tintin et Milou comme tout le monde. Oui, Et puis, quand il est devenu plus grand, il est devenu psychiatre. Et puis un jour, il s'est rendu compte que les Dupont, qui sont normalement des jumeaux, il y en a un qui s'écrit avec un T, l'autre avec un D. oui. Et il s'est penché sur l'histoire d'Hergé et il a découvert des secrets de famille absolument Hum, incroyables, au hum, point que la famille d'Hergé ne voulait pas qu'il publie. Finalement, ça s'est fait, hum, etc. Ce qui est hum, incroyable, c'est cette boîte noire de hum, l'histoire, quand elle n'est pas dite, elle hum. est transmise, elle est encore là. Et là, on est Oui, bien dans cette illustration. tout à fait. Oui, Page oui. 52, dans ma famille, si quelqu'un prononçait le nom d'Ukraine, tout le monde pleurait. Et 54, moi, quand je pense au mien, je vois une steppe infinie, désespérément vide. Il y avait en France quantité d'intellectuels parfaitement abrutis qui voyaient en Staline l'avenir de l'humanité. Nous, on ne nous croyait pas et c'était à en pleurer. Oui. Voilà, c'est pour illustrer cette famille invisible qui, dans cette fuite, et à un moment, vous dites, ma mère est née par hasard en Pologne de parents réfugiés ukrainiens. Ma mère est née par hasard. Hum, C'est à la limite, si on arrête cette phrase-là, on est déjà dans le voyage et dans hum, hum. la transhumance. Oui. Et Et ma mère l'histoire répondait subit. à chaque Hum. fois, si on allait là d'où je viens, ce serait encore plus long, mais rassure-toi, ce n'est pas possible, on s'arrêtera bien avant. Oui. Voilà, c'est une histoire de voyage. Maman a beaucoup voyagé, mais elle ne parlait pas de ce premier voyage qui l'a transportée de Pologne jusqu'en France, petite fille de 3 ans, sur un grand bateau. Ça, elle l'a évoqué simplement dans ses mémoires qu'elle a écrits à la fin de sa vie, dans ce journal de Lydia, et dont je parle un petit peu dans le livre. Mm. Voilà. Et, Et et en même temps avec une note de désespoir, parce que vous notez aussi, mais vous pensez bien qu'avec tous les orages que l'Ukraine a traversés depuis des siècles, avec Pierre le Grand, la Grande Catherine, et Romanov et la tourmente soviétique, il n'y a plus d'archives qui nous attendent là-bas. bon, Donc ben, non malheureusement, seulement c'est la fuite, mais c'est la coupure oui, de tout. Qu'est-ce oui. qui reste? Oui, mais il en reste des archives, justement, ce qui m'a permis de retrouver une partie de l'histoire de la famille de mon grand-père. Bon, alors, le livre se poursuit évidemment par une acceptation du désir d'aller en Ukraine et d'un véritable voyage qui effectivement a eu lieu en 2015. Et les troisième et quatrième parties du livre racontent cette découverte de l'Ukraine et de cette famille en particulier. Mais bon, là, je ne veux pas Le le voyage, c'est déflorer. compliqué, hein. C'est compliqué le Oui, voyage. C'est pour ça que j'ai dit un peu tout à oui, l'heure, c'est oui, le thème, moi non plus. C'est à un moment où vous dites non, Lydia, tu iras seule. Moi, je me contenterai de la Russie. Ta oui. mère ne C'est s'intéresse Nadia, pas au non, c'est passé. Nadia. C'est C'est une Nadia, amie. tout à fait. Nadia, oui. Mais à un moment, on ne sait plus. Il y a un moment où dans qui parle
On ne sait oui. plus si c'est la personne qui tient la plume ou si c'est le Mhm. personnage qui est au bout de la plume de celle qui parle. Bon, j'ai dit tout à l'heure que j'assume la dimension autobiographique. Je sais que je parle de moi. Oui, donc c'est moi qui parle là. Mm. Ok. Et puis, il y a toute cette phase d'intégration, de recherche d'intégration, qui est Oui. soutenue un peu comme une sorte de squelette par la fierté, cette notion de passé glorieux, à la fois dans l'histoire et Mm. dans l'histoire personnelle, familiale, Mm. puisque cette grand-mère parlait français, était Oui. en Ukraine, était dans un système d'éducation qui était quand même assez élitiste. Donc ça, c'est quelque chose, on sent Oui. qu'il y a un filigrane qui reste, qui tient l'ensemble de toute cette lignée dans le temps. Oui. Vous savez, euh, c'est Vera qui m'a appris que ma grand-mère était d'origine noble. Elle ne l'a jamais dit. C'est Vera qui me l'a dit. Mm. Elle a été élevée à l'Institut des jeunes filles nobles à Kiev. Elle l'a jamais dit. On le sentait dans sa manière de vivre. Elle avait cette élégance dans tout ce qu'elle faisait. Euh, bon, j'écris pour aussi honorer leur mémoire, honorer la dignité et le courage qu'ils ont eu. Ça, c'est la chose aussi qui me touche beaucoup pour transmettre. Mm. Pour Oui. reprendre quelques passages que vous évoquiez tout à l'heure dans l'horreur qu'a connue l'Ukraine, page Mhm. 66, Holodomor, tout le monde connaît la Shoah, mais il faudrait que les nations dites civilisées reconnaissent aussi ce génocide par la fin de 7 millions de paysans ukrainiens. Et un peu plus loin, en 3 siècles, il y a eu 124 interdictions de la langue ukrainienne. Et encore en 1980, quand il était au lycée à Lviv, mon ami Oleska avait 5 heures de russe, 5 heures d'anglais par semaine, mais seulement 1 heure d'ukrainien. Donc non Bon, seulement on a cette disparition, mais cette volonté jusqu'à une période assez récente d'effacer cette spécificité ukrainienne. bon. Alors, les relations entre la Russie et l'Ukraine sont telles que vous le dites. La Russie a toujours colonisé l'Ukraine et la tentative actuelle du maître du Kremlin d'envahir l'Ukraine, c'est de pourrir la vie démocratique ukrainienne pour l'empêcher de vivre, tout simplement. On est toujours dans cette problématique-là. Alors, mon livre s'appuie sur des références historiques assez précises. Je n'ai pas voulu dire de bêtises. Néanmoins, ce n'est pas un livre d'histoire, c'est pas non plus un livre, c'est pas un pamphlet politique non plus. On voit bien sûr de quel côté vont mes choix politiques, mais je souligne tout de même toutes les violences que l'Ukraine a subies, en particulier sa langue. Mm. Je suis en train de découvrir la littérature ukrainienne, elle est merveilleuse, mais ces écrivains, bien souvent, étaient interdits d'écrire en ukrainien, ils écrivaient en russe. Alors, il Ouais. faut quand même Et que les Français reconnaissent que l'Ukraine existe. Et c'est aussi pour ça que j'écris, hein, pour faire connaître en France. Bon, j'ai peut-être absolument. une ambition très grande, mais modestement, j'essaye de faire ça. Et c'est même pire puisque vous écrivez page 108, savez-vous que le 24 mars dernier, la Douma de Russie a proposé à la Pologne, à la Hongrie et à la Roumanie de partager l'Ukraine. Oui. J'ai halluciné, on est en 2014 et je me suis brusquement retrouvé en 1920. Oui. Et juste Bon. après, le cauchemar, c'est que les grandes puissances ne soutiennent pas les pays opprimés que si cela sert leurs intérêts. Bon. 2014. 2014, oui. Oui, ce que je dis là, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est un historien, c'est Arjakovski, hein, dans son livre, qui explique ça. Bon, euh, vous comprenez que cette biographie, en fait, elle est basée sur l'histoire précise de l'Ukraine. Et le livre n'est que le retentissement dans une famille de ces événements dramatiques que l'histoire a imposés à l'Ukraine. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour écrire ce livre? Tout simplement parce que c'était occulté en moi. Je ne pouvais pas aller en Ukraine. Je sais que ma sœur y a été il y a très longtemps déjà. Je n'aurais pas osé le faire comme elle. Euh, euh, j'ai eu la révélation avec Maïdan, c'est tout. J'ai compris que là-bas, les gens étaient
était vivant. En fait, je dirais que maman m'a transmis un interdit et qu'un interdit familial, c'est quelque chose de très puissant. Donc, j'ai accepté. Là-bas, ils se battent en Ukraine, j'ai envie de savoir. Et ça m'est arrivé en 2013. Et là, j'ai pris la plume. Parce que je sentais que je m'affirmais en même temps que je soutenais cette lutte. Céline avait écrit un roman qui rejoint la psychogénéalogie superbe. Céline Piétroy. Ah oui, oui, mais elle a lu le livre, Céline? Pas encore, Céline. Oui, ça rejoint la psychogénéalogie en un sens, oui. C'est-à-dire que ce qui passe entre un enfant et ses parents, sa mère en particulier, ce n'est pas dans les mots, c'est dans le langage du corps et l'émotionnel du corps. Et ça transmet là des choses vraies que d'ailleurs maman avait reçues de sa propre mère. Donc on est un peu dans la psychogénéalogie. Il faut l'élucider, sinon on en est toujours prisonnier. C'est pour ça que l'écriture d'un livre, c'est hautement libérateur. C'est vrai. Je n'ai pas encore lu vos livres. Oui. On avait un petit peu échangé par Facebook quand vous aviez sorti 5 Zinnia. D'accord. Et en fait, il se trouve que moi, ce sont mes arrière-grands-parents qui sont arrivés en 25, enfin, chacun de leur côté. Oui. Et je dois être aussi la dépositaire. Et le confinement m'a permis, ça y est, de commencer à écrire aussi. Génial. Et depuis un an, en fait, j'ai mis en place, et normalement, au mois de juillet, nous devons, je ne sais pas si on va pouvoir, oui. Mais on doit faire ce premier voyage en Pologne et en Ukraine. Super. Voilà, c'est un gros... Voilà. Donc, quand j'ai vu l'annonce de votre présentation, forcément, j'avais qu'une envie, c'était de l'écouter. Je suis très, très, très touchée par ce que vous dites. Hein. Bravo. Moi, pareil. Donc, j'ai hâte, je vais lire vos livres, c'est sûr. Ok, merci. Donc Céline, on va se donner rendez-vous bientôt pour une prochaine parution, alors? Oh là, je ne suis pas encore là, mais en tout cas, des témoignages par-ci par-là, oui, je crois que c'est très important, effectivement. On est 28 à avoir entendu la chose, donc à bientôt. À bientôt. Oh là. Catherine veut oui. quelque chose. Est-ce que l'on m'en entend? Oui, tout à fait. Très bien. Je suis la sœur de Marie-France, donc avec ma sœur Michel qui est aussi en ligne, avec Laurent qui est la génération suivante. Je voulais saluer tous les participants pour dire que je suis très touchée de cette présence, de cette attention à des histoires qui sont finalement plus universelles que ce que nous croyons au départ. Hein, donc, on se sent moins isolé. Je pense qu'on partage beaucoup de choses. Et par les livres de Marie-France, je voulais témoigner de notre bonheur aussi d'avoir un écrit, un support de notre histoire familiale, quelque chose qu'elle se donne le mal de faire, quelque chose qui nous laissera une grande trace à nous et à nos enfants. Et je vous embrasse tous. Oui, c'est Michel. Oui, Michel. Je suis la deuxième sœur de Marie-France, la sœur de Catherine que vous avez entendue, et je suis aussi la sœur de Yvan. Nous sommes jumeaux, mais il n'est pas là, Yvan. Il est là, Yvan? Non, je sais pas. Je l'ai invité, mais je ne le vois pas. Et je suis la tante de Laurent. Aulia qui arrive, et puis une autre personne qui arrive aussi. Super. Moi, j'écris pas des livres, mais j'écris des... Oui. J'écris sur les œufs. Elle écrit les pisenka. C'est les pisenka. C'est l'Ukraine aussi. La semaine dernière, on a fait un Zoom aussi sur la fabrication des œufs. C'était passionnant. Oui. J'y étais, mais c'était difficile. Je n'ai pas pu rester. Donc, j'en fais plein. Donc, c'est mes livres. Elle écrit à sa façon. Voilà. Mais il y en a 3 comme ça. Voilà. Mais ce que je voulais dire, Marie-France, c'est que ça continue cette histoire parce que sur Facebook, j'ai lu que tu étais la dernière dépositrice de oui.
de l'histoire familiale et je me suis dit que non, on est déjà 4 enfants. Oui, oui, Nous mais avons je suis la plus âgée qui écrit. Oui, Il faut écrire, il faut écrire. Oui, tu as raison. Laurent, il rit, mais bien évidemment que ça continue l'histoire. Et Oui. non, il ne faut pas écrire, pas forcément. Il faut raconter ou il faut vivre. Oui. Il faut Oui. échanger, pas forcément. D'accord. Comme l'interdit de maman, moi en 1980, je l'ai bravé l'interdit de maman. Je suis allée en Oui. Ukraine, j'ai eu la gueule en rentrant. Tout le Oui. monde me faisait la gueule parce que j'avais bravé un interdit. Ouais, Mais c'est en vrai. 1980, j'étais à Odessa, Oui. du temps de Brejnev. Oui. C'était pas drôle. Donc Michel, Michel, il y a j'ai plusieurs besoin façons de s'exprimer. Il y a le livre, l'écriture, mais il y a aussi d'autres façons. Il y a le voyage. Quelles sont les autres façons de parler de l'Ukraine en France? Ben déjà de vivre avec ses amis et avoir ces rendez-vous ukrainiens par les saveurs, par la peinture, par la culture, par la musique. Il y a tellement de choses. Marie-France, j'ai adoré ce livre. Je l'ai dévoré en 4-5 jours. Mais il n'est pas encore sorti. Non, je parle des si. 5 Zignards. Ah oui, d'accord. Ok, ah, oui. d'accord. Oui. Merci. Je l'ai lu. J'ai adoré le passage entre quand vous étiez petite et puis vos vacances avec vos petits-enfants. Oui. C'était très, très bien Merci. fait. Ça nous a poussé à acheter des zinnias et les mettre dans notre jardin. Oh, c'est génial! Bravo. J'ai même gravé sur ma chevalière un trident, puisque moi je ne suis pas ukrainien. C'est pas possible. Ah, c'est extraordinaire. Merci. Merci Patrick. Oui. Oui, on a un trident même sur notre portail. Génial. En plus de ça, Oui. on est parlé avec des collègues au travail qui ont des Oui. origines ukrainiennes comme vous, parce que c'est leurs Oui. grands-parents qui ont émigré. J'ai prêté votre livre à une personne au travail chez moi qui a les mêmes origines que Julie et toi. Merci. Et c'est vraiment excellent. Et j'ai hâte de lire le prochain livre. Bon. Moi, je vais peut-être remercier toutes les personnes d'avoir passé ce moment d'échange avec moi et avec l'Ukraine surtout, hein, et d'avoir partagé vos souvenirs, vos émotions. Et merci aussi à Lyon-Ukraine d'avoir organisé cette visioconférence. Je ne dirais pas merci au coronavirus parce que mais c'est peut-être poussé par ce confinement qu'on recherche des moyens de rencontre tels que celui-ci aujourd'hui.